Le pétrole, c'est un actif qui va devenir un actif échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un actif qui est très valorisé parce que la demande est forte. Il y a encore beaucoup de gens qui vont à la pompe mettre de l'essence dans leur voiture. Il y a un moment donné, quand on électrifiera nos mobilités, qui en voudra du pétrole? Mais en fait, parce que tu as 2000 € sur ton compte courant, c'est l'équivalent d'un aller en avion Paris-New York en termes de CO2. À cause des financements de ta banque. Donc indirectement, ton argent, c'est ton premier poste de pollution. Et peut-être que la réussite aussi, il faudra s'en faire une autre idée. Peut-être que réussir, c'est pas rouler en SUV et prendre l'avion pour aller aux Bahamas. Peut-être que réussir, c'est simplement être rouler en vélo et partir dans la Creuse. Bonjour et bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, je reçois Maëlle Caravaca, la fondatrice d'Emprivé, un cabinet de gestion éthique et responsable. Salut Maëlle. Salut Mounir. Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent tout en protégeant la planète ? Oh, alors là, j'ai envie de te dire un grand oui. On peut clairement s'enrichir sans vendre son âme au diable. Ok. Ça, Comment c'est on carrément fait ? possible. C'est quoi la méthode ? La méthode, en fait, c'est de coller avec la réalité économique. C'est-à-dire qu'on voit quand même aujourd'hui que le changement climatique a des effets physiques et pose lourd, en fait, aura des répercussions assez lourdes sur l'économie. Et donc, c'est orienter finalement ces stratégies pour qu'on puisse soutenir des activités qui seront valorisées dans les 5, 10, 15 prochaines années et délaisser des activités qui mécaniquement vont se dévaloriser parce qu'elles vont nuire, elles vont être néfastes au bon fonctionnement de l'économie. Donc là, quelqu'un vient de voir toi et te dit ok, j'ai conscience de tout ce que tu viens de dire. C'est quoi les premières choses que tu vas lui préconiser ? Alors déjà, s'il a déjà investi, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que je soutiens derrière comme activité, parce que vraiment l'investissement, c'est financer l'économie. Alors évidemment, quand on investit en bourse, il y a moins ce circuit court qu'on a, c'est plus abstrait, mais malgré tout, ça façonne quand même l'économie. Donc si j'ai déjà des investissements, qu'est-ce que j'ai ? Et comment je peux du coup réorienter ça, dans quel secteur, les secteurs porteurs, et puis diversifier aussi, parce qu'en fait transformer l'économie, c'est pas simplement les entreprises, ça va être aussi les infrastructures, ça va être l'immobilier, ça va être la façon de nous alimenter, l'agriculture, etc. Donc en réalité, il y a une très bonne diversification qu'on peut avoir en adoptant cette démarche responsable. Et tu peux nous citer quelques exemples justement d'investissements qui collent à ça ? Qui collent à ça ? Franchement, faire de l'investissement responsable, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui, on peut le faire partout. On peut le faire dans son assurance vie, on peut le faire dans son plan retraite, on peut le faire avec son PEA, son compte titre, et on peut le faire en finançant des startups à impact, des foncières solidaires, de la SCPI avec vraiment une démarche de décarbonation. On peut même le faire en crypto. Donc, dans tout le panel, dans tout le paysage de l'investissement, on peut toujours trouver une approche avec plus ou moins d'impact, que ce soit sur l'environnement ou sur le social. Il y a un véhicule qui attire beaucoup de fonds en ce moment, c'est les ETF. Oui. Amundi vient notamment de monter les frais de ces ETF ESG et de transformer tout un tas d'ETF en ETF ESG, donc ça fait pas mal de bruit. C'est quoi en fait les ETF ESG et est-ce que c'est pas un peu du pipotronique ? Ouais, moi je me méfie. En fait, les ETF, c'est super parce que c'est un confort de gestion, c'est très accessible, les frais sont très bas, donc ça attire beaucoup. Mais derrière, même s'il y a des ETF ESG ou avec des thématiques, très franchement, on peut retrouver beaucoup de cochonneries à l'intérieur. Surtout quand on s'appelle Amundi, désolé, mais Amundi n'est pas le meilleur élève de l'écologie, BlackRock non plus. Et donc en réalité, il peut arriver qu'on puisse trouver derrière les grandes majors pétrolières, gazières et des choses qu'on n'a pas forcément envie de financer, du Total, du BP, du Coca-Cola, du Pepsi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de standard suffisamment exigeant pour écrémer et vraiment ne choisir que les entreprises éthiques ou qui ont de bonnes pratiques pour l'environnement ou pour l'aspect social. Donc, grande vigilance. Et il y a un autre point sur les ETF, moi, que j'aime moins, c'est que quand on fait des ETF, c'est de la gestion passive et ça veut dire que derrière, il n'y a pas de gérant qui ira porter une voix en assemblée générale dans l'entreprise. Alors que quand tu fais de la gestion active sur des fonds au PCVM qu'on trouve dans des sociétés de gestion avec vraiment des gérants, là, il y a un pouvoir, il y a vraiment un acte plus militant en fait. Tu as le pouvoir actionnarial d'aller voter en AG, d'aller déposer des résolutions,
et de demander des politiques plus ambitieuses pour participer en fait à la vie de l'entreprise. Ça, c'est un peu, voilà, c'est la limite de l'exercice avec les ETF, en plus de trouver potentiellement des trucs pas cool. Et ça, toi, tu le fais justement de faire investir tes clients dans des sociétés, soit via du titre vif, soit via des fonds, pour derrière qu'ils puissent s'impliquer, parce que techniquement, une action Coca permet d'aller à l'AG et de proposer une résolution qui ne sera pas forcément adoptée. Mais... Oui, après, l'objectif, c'est évidemment de miser sur le collectif et en fait de créer des coalitions avec différents autres investisseurs institutionnels. Mais clairement, oui, ta voix, en fait, toi, tu investis dans un fonds en gestion active. Le gérant, il va aller potentiellement s'allier avec une autre société de gestion qui a les mêmes convictions. Et du coup, ça peut vraiment commencer à avoir des répercussions en fait, en AG sur les résolutions votées. Et tu as vu des entreprises où ça a été le cas ? Ouais, ça a été le cas. Alors typiquement, l'AG Total Energy, il y a une dizaine de sociétés de gestion françaises qui ont vraiment fait cette coalition et qui se sont opposées au plan. En fait, tu sais, ils proposent une stratégie pour la neutralité 2050. Ouais. Et en fait, sauf qu'on considère que cette stratégie n'est pas suffisamment ambitieuse. Et donc, ces sociétés de gestion se sont vraiment mobilisées. Alors, ça n'a pas tout à fait pencher la balance encore, puisque finalement, ça a été voté en l'état. Ils n'avaient pas assez de poids. Mais ceci dit, il y a de plus en plus du coup, d'opposition que c'était le cas il y a 2-3 ans. Ouais. Donc, au fur et à mesure, en fait, comme les mentalités changent, ça va aussi amener, je pense, à un moment donné, un point de bascule, grâce à ces rapports de force qui changent. Et tu as parlé des labels, tu as parlé de l'ESG. Oui. Est-ce que tu peux un peu développer le sujet et nous présenter les labels qui sont aujourd'hui un peu les références ? Alors, tu as effectivement les critères ESG. Ça, c'est plus une boussole qu'on va avoir, qui vont se rajouter à l'analyse financière classique. Ça veut dire quoi, ESG ? Alors, ESG, environnement, social, gouvernance. Donc, ça veut dire qu'en plus de ton analyse financière et l'analyse en fait du risque d'une entreprise, tu vas intégrer ces critères extra-financiers sur des risques environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance. Donc, ça permet d'avoir quand même une approche plus globale et plus réaliste de l'environnement de l'entreprise. Sauf que ces critères, ils ne suffisent pas à dire si tu fais bien ou si tu fais pas bien. C'est juste identifier de nouveaux risques. Et donc, il y a ces fameux labels qui viennent un petit peu plus augmenter le niveau d'exigence. Le plus connu et le plus généraliste, c'est le label ISR. Investissement socialement responsable. Qui est un label français, je crois. Qui est le label français, exactement. C'est un label d'État qui est pas très exigeant quand même, il faut le dire. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, il est en refonte en ce moment. Parce qu'en fait, il donne un cahier des charges avec quelques contraintes, mais il n'est pas excluant. Donc ça veut dire que dans le label ISR, par exemple, on peut quand même continuer à financer Total Energy. En gros, toutes les activités controversées restent quand même en fait dans le spectre. Donc je peux avoir de l'armement, je peux avoir tout ça. Franchement, oui. Alors après, tu as un label qui est un petit peu plus exigeant, qui est le label Greenfin, qui va plutôt distinguer les fonds, ce qu'on appelle les fonds climat, où là, la thématique, elle est vraiment dédiée à l'environnement. Des entreprises qui vont avoir des activités autour du recyclage, la gestion des ressources, la gestion de l'eau, évidemment les énergies renouvelables, en fait, tout ce qui est l'infra. Ça, c'est plutôt identifié dans les fonds Greenfin parce que du coup, là, il y a une exclusion de secteur. On ne finance pas les énergies fossiles, pardon. Et donc, on a vraiment ce biais climat. Et après, tu as un troisième label, qui est le label Finansol, où là, on va plutôt privilégier le volet social ou solidaire. C'est-à-dire que c'est vraiment pour soutenir l'économie sociale et solidaire. Donc, des entreprises qui auront des activités à forte utilité sociale. Ok. Voilà. On parle beaucoup d'investissement en crypto et ça tombe bien puisqu'on vient de lancer le plan d'investissement en crypto le moins cher de France. Concrètement, ce qu'on propose, c'est qu'avec l'appli Finari, vous pouvez investir dans 14 crypto-monnaies, vous construisez votre indice sur mesure, vous choisissez une de nos collections, vous définissez la fréquence, le montant, on vous donne un IBAN français, vous déposez l'argent dessus et on s'occupe du reste. C'est 100% sécurisé et c'est la meilleure façon d'investir pour le long terme. Moi, je ne crois pas au trading, je crois à l'investissement régulier et c'est exactement ce qu'on propose avec le plan d'investissement crypto. C'est parti. Et c'est quoi, toi, ton ressenti par rapport à ces labels ? Tu recommandes quoi à tes clients ? Alors moi, je fais de tout.
Je fais du label ISR, mais je le fais avec plus de conviction que ce qui est imposé par le label. C'est-à-dire qu'il y a quand même de très bons fonds ISR et de manière discrétionnaire, la société d'investissement va exclure, en fait, va dire, nous, nos convictions, on ne veut pas faire de l'énergie fossile, on ne veut pas faire de nucléaire, on ne veut pas faire des OGM, des pesticides, etc. Donc, en fait, ils vont d'eux-mêmes exclure, même si le label ne le fait pas. Et moi, je préfère du coup me tourner vers ce type d'acteurs parce que je sais qu'ils ont du coup cette démarche volontariste en fait d'écrémer au sein de l'univers d'investissement. Et tu peux citer des gérants qui appliquent cette stratégie-là? Ouais, t'en as qui se distinguent vraiment bien. Tu as par exemple Mirova, une société de gestion qui est vraiment leader, qui est vraiment une locomotive, je pense, dans le paysage de l'investissement responsable. Tu as Pictet aussi, le gérant Pictet, qui fait de la gestion thématique depuis plusieurs années. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que tu as un historique qui prouve que clairement, aller sur des thématiques comme ça, de tendance longue, ça a vraiment du sens. Qui c'est que tu as d'autres, par exemple, une société de gestion comme Ecofi aussi, très dédiée à l'investissement responsable. La financière de l'échiquier. Pareil, qui va plutôt être focus sur la gouvernance des entreprises et qui considère que si une boîte est bien gérée, elle sera respectueuse de son capital humain et aussi du capital environnemental. Voilà, grosso modo, tu vois, t'en as quelques-uns comme ça qui tirent bien leur épingle du jeu. Ok. J'ai récemment reçu William Higgons de Indépendance AM, qui est une société de gestion française et indépendante. Il a un track record assez dingue. Et d'ailleurs, on va vous mettre le lien quelque part ici du Finari Talk parce que c'est assez marrant. Et il y a des choses à apprendre. Et lui, il nous disait que c'était une erreur en fait de délaisser le pétrole et d'arrêter d'investir dans ces sociétés parce que du coup, on laissait la place aux Russes, aux Chinois et qu'on risquait de se retrouver comme l'Allemagne, un peu dépendante finalement de pays qui ont des intentions géopolitiques qui sont très opposées aux nôtres et relativement agressives. On peut l'entendre ce discours parce qu'effectivement... l'énergie, c'est un vrai sujet. Au-delà de faire tourner une économie, c'est un sujet politique. Moi, je suis pas tout à fait d'accord en fait avec cette analyse parce que si on doit justement regagner en indépendance, on a tout intérêt à améliorer notre mix énergétique et justement à pas se laisser faire tordre le bras par des pays en plus qui politiquement sont pas très coopératifs. Donc t'investirais dans le nucléaire, toi? Alors, ça fait débat aussi. Tu vois, moi, le nucléaire, ça appelle d'autres risques, moi je trouve. Il y a le risque humain, il y a le risque technique, et puis après il y a la fin de vie des déchets, de ces gros déchets nucléaires. Il me semble avoir lu une étude, alors tu me corriges si je dis n'importe quoi, que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu à peu près, je crois, 3 ou 4 000 morts liés au nucléaire, et la majorité en fait des gens sont morts pendant Tchernobyl. Tchernobyl, ça paraît pas énorme en fait quand ils pensent par rapport à ce que ça apporte. Ouais, là tu en fait. C'est très cynique ce que je dis, mais je comprends. Non, mais t'as raison. En fait, c'est vrai que le rapport par rapport à la technologie que c'est, et l'apport que ça peut avoir. Sauf qu'en fait, c'est le nombre de morts directes. Je pense que si tu rajoutais tous les cancers qu'il y a depuis les 60 dernières années, ou si tu rajoutais toutes les maladies chroniques, en gros, tout ça, ça coûte cher. Ça nous coûte cher aussi sur l'économie. Et en fait, c'est des effets indirects, je pense, de ça. Qui sont difficiles peut-être à comptabiliser. Mais... Qui sont très difficiles à comptabiliser, Mais bon, le nucléaire, c'est une énergie propre. Et bon, moi, c'est vrai que je préférerais plutôt soutenir l'éolien, le solaire, la géothermie, etc. Surtout que c'est des ressources, du coup, qui sont illimitées, pour le coup. Donc, on sort de ce problème, en fait, de ressources finies. Et pour revenir sur le pétrole ou sur les énergies fossiles, donc je pense qu'en rééquilibrant notre mix énergétique, on serait moins indépendant, justement, on regagnerait en indépendance. Et en plus de ça, il y a un vrai truc qu'il faut identifier et qui pourrait très franchement provoquer une crise très profonde. C'est que justement, le pétrole, c'est un actif qui va devenir un actif échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un actif qui est très valorisé parce que la demande est forte. Il y a encore beaucoup de gens qui vont à la pompe mettre de l'essence dans leur voiture. Il y a un moment donné, quand on électrifiera nos mobilités, qui en voudra du pétrole, en fait? Ça deviendra un truc, plus personne n'investira.
Et donc, tu auras un truc dans ton portefeuille qui va se déprécier au fur et à mesure. Ça, c'est lié, en fait, ça va être lié à l'offre et la demande. En plus de ça, tu as aussi l'aspect réglementaire. Qu'est-ce qui se passe si demain, il y a une véritable taxe carbone ou il y a une comptabilité verte qu'on va imposer aux entreprises et donc on va demander aux entreprises de payer la facture, le préjudice environnemental. Ton prix de revient ne sera pas le même. Ça va coûter beaucoup plus cher. Donc forcément, tu vas aussi éloigner des potentiels consommateurs parce que ça coûtera beaucoup trop cher. Et donc, pareil, dépréciation. Et ça, il y a beaucoup d'économistes qui le voient se profiler sur ces actifs échoués. Et d'ailleurs, ça fera certainement un effet domino sur d'autres secteurs, sur l'immobilier, sur l'alimentaire. En fait, on utilise le pétrole dans tellement de choses du quotidien que ça risque de faire un effet en cascade. Et il y a surtout un secteur qui sera fortement impacté, c'est les banques. Parce qu'aujourd'hui, les banques, elles financent à 70% l'énergie. Les financements vont à 70% vers l'énergie fossile. Ça, c'est intéressant. Tu peux développer. C'est-à-dire que moi, en gros, quand j'ai mon compte en banque chez une banque traditionnelle, CIC, BNP, HSBC, en fait, quelque part, il y a une partie de cet argent qui va aller financer les énergies fossiles. Ouais. En fait, c'est ça. Tout ce que tu déposes sur ton compte courant, sur tes livrets, c'est utilisé pour faire ce qu'on appelle de la création monétaire. Et donc, en fait, ils utilisent ça pour octroyer ensuite du crédit à des entreprises. Ce qui se passe, c'est que dans l'octroi de ces crédits, il n'y a pas de filtres environnementaux ou sociaux. C'est le filtre de l'argent, quoi, du profit. Exactement, pourvu que ça soit rentable. Et il se trouve que sur les 60 dernières années, qu'est-ce qui a été rentable ? Ça a été le pétrole, mine de rien, ou toute l'industrie qui pourrait se tourner là-dedans. Donc, nos banques ont massivement et continuent à investir massivement là-dedans. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais qui certainement font des efforts au quotidien en prenant le vélo, en mangeant moins de viande, je sais pas, en triant leurs déchets. Triant les déchets, prendre moins l'avion, etc. Mais en fait, parce que tu as 2 000 € sur ton compte courant, c'est l'équivalent d'un aller en avion Paris-New York, en termes de CO2. Okay. À cause des financements de ta banque. Donc, indirectement, ton argent, c'est ton premier poste de pollution. Ok, mais ça, pourquoi on ne le dit pas plus alors ? Mais je sais pas. Parce que c'est peut-être pas dans leur intérêt. Ouais, ça, c'est sûr. Mais oui, c'est la réalité, en fait. C'est le circuit de l'argent. Et c'est terrible, parce que quand on a ce niveau de conscience, et une fois qu'on sait, on peut pas revenir en arrière. On peut pas se dire, et moi, j'accepte pas ça. Je fais ma part au quotidien. On fait quand même peser beaucoup de choses sur la responsabilité individuelle. Mais il y a aussi en fait un énorme travail à faire. Bon, évidemment, l'État, les entreprises, mais les banques, clairement. Pourtant, c'est les premières à nous bassiner avec des grandes campagnes vertes et à nous dire à quel point ils sont sympas, ils financent des projets éco-responsables. Un bon c'est marketing. Le comble du cynisme, en fait. Ouais, c'est un bon marketing. Et c'est, tu sais, c'est CTLM, tu vois, c'est le petit bonhomme vert qui veut ressembler à CTLM. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Il y a des banques qui sont à l'opposé de ça. T'as des banques, ouais. Alors, t'as des banques historiques qui sont vraiment, qui ont cette démarche éthique depuis très longtemps. Et notamment, t'as le Crédit Coopératif et tu as la Nef, qui eux vraiment vont dédier leur financement à soit des entreprises sociales, soit pour les énergies renouvelables, etc. Et puis, tu as eu l'émergence, là, ces 3-4 dernières années, de néobanques comme Gringot et Helios, qui ont vraiment, là aussi, envie de pouvoir sensibiliser sur ce circuit de l'argent et qui disent, voilà, il n'y aura pas 1 euro qui financera les énergies fossiles et donc, on va privilégier les projets d'énergie propre. Et ça, c'était plus difficile il y a 10 ans d'avoir une démarche responsable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à disrupter un peu le marché. Et donc, toi, tes clients, ils sont clients dans ces banques-là ? Ou toi, t'es cliente à titre perso Moi, je suis cliente à titre perso. Okay. J'ai un compte chez Gringot, j'ai un compte chez Helios, parce que je voulais voir les deux. Ouais, t'as raison. Et les deux sont vraiment très bien. Et mes clients, effectivement, pour ceux qui commencent à avoir ce niveau de conscience, je les oriente soit sur la banque traditionnelle Crédit Coopératif, tu as les livrets A, les LDDS, les livrets solidaires chez eux. Et si tu as moins besoin de services physiques ou plus de digitalisation, sans hésiter, Gringot et Helios. Ouais. Trop bien. Ouais. Il y a un rapport que j'ai trouvé intéressant, c'est le rapport Pisani-Ferry, qui estime que pour
financer la transition écologique en France, il faudra investir 66 milliards d'euros par an. Est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, on peut contribuer à ça ? Alors, en fait, non, ça serait difficile à titre individuel. Et puis même si on s'y mettait tous, il faudrait vraiment... En fait, il faut une intention politique. C'est simple. Aujourd'hui, l'argent, il existe. Pour transformer notre économie, pour réussir cette transition, l'argent, il est là. Il suffirait déjà d'utiliser l'encours du livret A et du LDDS pour financer les 8 prochaines années du chiffre que tu viens de me donner. Parce que, en gros, tu vois, sur les livrets, c'est 500 et quelques milliards. Ouais. 66 milliards par an, c'est le besoin de financement. Franchement, tu as 8 ans, là, avec le livret A et le LDDS, tu peux faire ta transition. Voilà, après, le livret A, ça participe aussi à la construction, enfin, la rénovation du parc. Exactement, la rénovation immobilière, les logements sociaux, etc. Donc, il y a quand même une partie qui est utile déjà pour ça. Et puis après, peut-être qu'il faudrait venir chatouiller les très grands patrons qui font des super profits. Je repense à Total Energy parce que c'est quand même dingue. Je crois que c'était la semaine dernière, ils ont battu leur record sur le cours de l'action. Ouais, plus haut historique. Le plus haut historique. 63 ou 64 euros, je pense. Bah, c'est génial. Ils ont dû ouvrir le champagne, ils s'en mettent plein les ou le poches. Pétrole, ils ont ouvert les vannes de pétrole. Exactement, donc c'est super. Mais franchement, moralement, est-ce que c'est normal de s'enrichir sur des catastrophes naturelles, parce qu'on sait du coup que le pétrole est à l'origine des effets de serre, etc. Est-ce que moralement c'est normal de s'enrichir là-dessus ? Est-ce que moralement c'est normal de s'enrichir sur une guerre, la guerre en Ukraine ? Et voilà, moi ça m'interroge. Et ces super profits, s'ils étaient taxés peut-être plus justement en France, il y en a une partie du coup qui permettrait de financer la transition. Donc je pense qu'il y a quand même un besoin d'avoir un petit peu plus de rigueur politique en fait pour que les flux aillent un petit peu plus dans ce sens-là. Et après, on pourrait aussi imaginer une fiscalité plus avantageuse, ou en tout cas qui serait un bonus pour ceux qui font bien et peut-être un malus pour ceux qui ont un patrimoine polluant. Je pense aussi que ça remettrait un peu l'église au milieu du village. Ça permettrait de vouloir faire ses meilleurs efforts pour financer ce type d'économie. Et tu penses qu'on peut être hyper rentable et vertueux en tant qu'entreprise ? Ouais. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'une entreprise qui soit éthique, qui fasse attention à ses salariés, qui fasse attention à son environnement, ne soit pas mieux valorisée qu'une entreprise qui s'en fout complètement. Ça devrait être le cas, ça paraît logique, en fait. Exactement. Pourquoi c'est l'économie du vice, en fait, qui rapporte du pognon, et pourquoi, en gros, quand tu as envie de faire le bien, tu dois t'asseoir sur la rentabilité. En vrai, on a un peu d'historique et on sait maintenant que l'investissement responsable, ça rapporte autant, voire plus. Une entreprise qui va intégrer des démarches d'impact dans son business model, elle va être 13% plus performante qu'une entreprise qui ne le fait pas. Ça, c'est quoi ? C'est tout secteur confondu ? C'est sur les actions ? Alors, c'est une étude qui est faite par France Stratégie, donc peut-être que c'est peut-être que c'est en France. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est assez parlant. Ça veut dire quand même que parce que tu fais attention, en plus, moi, je trouve ça assez logique, finalement, des salariés qui sont contents de travailler dans la boîte où ils sont parce que... Ils sont fiers peut-être des démarches. Exactement. T'es fier, du coup, tu y mets beaucoup plus de cœur, t'es plus productif, t'es peut-être plus créatif aussi, t'es moins malade. En fait, je pense qu'effectivement, ça participe à une bonne stabilité, une bonne pérennité pour une entreprise. Ça, c'est un premier chiffre. T'as un deuxième chiffre, moi, je trouve qui est intéressant. C'est plus dans l'univers de la start-up. Mais en gros, les bénéfices... Une entreprise qui va justement aussi avoir de l'utilité environnementale ou sociale, elle va être valorisée x25 sur ses bénéfices par rapport à une entreprise qui, elle, ne le fait pas. Elle sera valorisée x17. Et donc il y a une prime à ça, tu veux dire ? Ouais, exactement. Il y a une prime, en fait, à être bon. Et tant mieux. Et je pense en plus que ça va ne faire que s'accélérer. Et justement, tout à l'heure, on a parlé des ETF. Là, on parle de la performance. Est-ce que les ETF ESG, ils font mieux que leurs équivalents ? Le MSCI World ESG, il fait mieux que le MSCI World normal ? Oui, l'ESG versus le normal. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai regardé là sur les
je crois que c'est sur les 10 dernières années. Donc effectivement, tu as le MSCI World classique, et quand tu les crèmes et que tu veux récupérer juste la partie ISR, les moins pires. c'est les moins pires, il te reste 300 valeurs, quoi, en gros. Okay. Et donc sur les 10 dernières années, il y a 8 années qui sont meilleures sur l'ISR, tu as 2 années qui sont bonnes avec le MSCI normal. Et donc au global, tu es gagnant Et donc, au global, tu es gagnant à aller chercher le plus vertueux. Ok. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Hein. C'est les chiffres. C'est ce qui explique peut-être que je crois qu'Amundi annonce cette année que 80% des flux collectés sur leurs ETF le sont dans des ETF qui sont ISR. Je pense qu'il y a, il y a un engouement en fait, au-delà d'une simple mode ou de l'opportunisme que pourrait avoir Amundi à le faire. Il y a une vraie demande de la part des institutionnels, et du coup ça redescend ensuite des investisseurs privés, mais d'aller chercher des choses beaucoup plus transparentes et avec plus d'impact. Après, il y a différents niveaux d'impact, mais c'est vraiment pas une mode, parce que le dérèglement climatique, vraiment, à nouveau, les effets, on les voit, ils sont physiques. Moi, j'adore l'été. Aujourd'hui, je redoute l'été, quoi. J'ai pas hâte d'être en été parce qu'il fait extrêmement chaud. Et il y a qu'à voir, au mois de septembre, on a quand même accumulé des catastrophes qui sont incroyables. Je sais pas si tu as eu les inondations à New York. Ouais. Mais tu vois le métro, tu vois de l'eau passer à travers les murs, les bus pleins, tu as de l'eau jusqu'au cou. C'est complètement dingue. La Grèce, ce qui s'est passé, c'est pareil. C'est apocalyptique. C'est apocalyptique. Et ça, malheureusement, c'est que le début. Et en fait, au-delà du catastrophisme que ça peut provoquer, on voit que ça fait des dégâts quand même. Les assureurs, ils vont payer pour ça. À un moment donné, il n'y aura pas les sous pour payer. Ils font tout pour pas payer. Exactement, ils vont dire non mais hors catastrophe naturelle. Exactement. Mais en fait, c'est tout ça, c'est de l'argent en fait qui part en fumée. C'est des gens qui se retrouvent dehors, qui n'ont plus un toit sur la tête, tu peux plus manger. Le fait qu'il fasse chaud, les récoltes sont moins bonnes. Il y a qu'à avoir 20% d'inflation sur les produits alimentaires. Je sais pas, demain peut-être qu'on pourra plus manger d'orange, tu vois, on pourra plus boire de jus d'orange tellement ça coûtera cher, parce que les récoltes seront pas bonnes. Et en fait, tout ça va participer aussi à maintenir une inflation assez haute. Et mécaniquement, il y a une phase un peu d'emballement. Donc on a tout intérêt à ne pas aller dans ce chemin-là. On a tout intérêt à ralentir. Et tu as parlé des banques qui sont... on peut sortir son argent des banques traditionnelles, aller vers les néobanques vertes. On peut peut-être prendre du label ISR au lieu du classique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire très concrètement pour favoriser ça? Alors après, oui. Alors, par exemple, la bourse, effectivement, tu vas choisir plutôt des labels. Mais ça peut être aussi dans l'immobilier. Bon, si on est propriétaire, qu'on a fait un investissement locatif, ça peut être aussi se dire est-ce qu'il ne sera pas temps de rénover si ce n'était pas le cas. Surtout que de toute manière, il y a la loi climat qui arrive en 2025. Donc, ça va être compliqué. Les passoires thermiques, voilà. Il y a déjà eu un premier écrémage là, qui a été assez brutal d'ailleurs. Ça va être... soit ça va créer des opportunités pour des nouveaux entrants, parce que les gens vont vendre, ils ne voudront pas faire leurs travaux, ils vont vendre. Ce qui est le cas, généralement. Donc, il y aura des décotes, ça va être sympa. Ouais. Mais n'empêche qu'il faudra quand même faire des travaux, et que si tu veux maintenir ta rentabilité locative, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre en fait à ces nouvelles règles. Ouais. Je vais te chatouiller un petit peu, mais dans le Marais, il y a une bonne partie des bâtiments en fait qui techniquement ne pourront jamais être au-delà de eux. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est des bâtiments qui datent du XIVe siècle, XVe siècle. Oui. Tu vois, il y a même des trucs qui datent du Moyen-Âge. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On rase le Marais, on fait des belles tours toutes neuves. Tu vois, ça paraît, en fait, en regardant un peu de l'extérieur, on se dirait que la loi a été faite de façon très high level, très haut niveau. Mais dans le détail, là, ça met beaucoup de gens un peu en difficulté. Et puis, il y a des gens qui n'auront tout simplement pas les moyens aussi. Tu vois, je crois qu'il y a le parc locatif a perdu des dizaines de milliers d'unités parce qu'en fait, les gens peuvent pas louer parce qu'ils n'ont pas l'argent pour rénover. Oui, en plus, il n'y a pas d'ouvriers, tu vois, il n'y a pas d'artisans, les matériaux sont hyper chers. En fait, c'est ça. Ça on dirait que personne n'a réfléchi au truc. Il y a un goulot d'étranglement là d'un coup, parce qu'en fait, il y a une tension qui fait qu'on retire des biens sur le marché parce qu'ils sont plus aux normes. Mais du coup, il y a quand même toujours autant de gens qui ont besoin de se loger. Hausse des taux en parallèle. Les hausses des taux, les prix qui ne baissent pas, les matériaux qui coûtent cher.
Non, mais t'as raison. En fait, on se dit, c'est... On s'est créé un beau problème nous-mêmes, Oui. là. Tout se crispe, mais n'empêche qu'il faudra trouver des solutions. Alors, je ne saurais pas te répondre. Tu vois, dans le Marais, la pierre, effectivement, peut-être qu'il va falloir se bagarrer avec Du coup, il y a des exceptions. J'ai regardé, il y a des zones d'exception, en fait, on va sanctuariser on sait qu'on peut rien faire. On va sanctuariser des zones en se disant, bon, ben, ça, on n'y touchera pas. Et puis, voilà. Mais... Bon, Paris, heureusement, il y a tout le reste de la France et donc... mais le vrai problème qui se posera, c'est financer cette rénovation. En tant que particulier, avec des aides d'État, ou souvent c'est conditionné à des niveaux de ressources. Mais il faudra des incitations pour que les gens puissent justement quand même le faire. Ouais. Et tu parlais des SCPI. Il y a des SCPI qui te viennent à l'esprit qui ont un cahier des charges vert. Oui, tu as une société d'investissement qui s'appelle Iroko. Ouais. Iroko, ils ont vraiment une démarche de décarboner l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils vont aller acheter des biens pour améliorer la performance énergétique, qu'ils vont faire des travaux. Ils se sont même engagés, au-delà d'une certaine performance, à dédier 25% à une poche travaux. Et dans leur rapport, d'ailleurs, c'est très transparent. Ils te disent, bah voilà, on a installé des panneaux photovoltaïques au-dessus des centres commerciaux. On a mis des détecteurs de présence pour économiser l'électricité dans les bureaux. Ça paraît con, mais franchement, moi je suis hallucinée. À La Défense, quand tu vois tous ces bureaux allumés, ça me rend fou. La nuit, tu dis, mais déjà là, allô. Si tu as envie de devenir fou, tu fais le tour du périph'. Ah oui. Et d'ailleurs, s'il y a des gens de Microsoft qui nous écoutent, éteignez la lumière. Même France Télé, EDF, leur bâtiment est tout le temps allumé à Boulogne. C'est hilarant. Enfin, c'est ridicule, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Tu dis, mais là, franchement, il y a un vrai problème d'éducation. C'est un problème d'éducation, ouais. Clairement, chez toi, tu dors, toi, avec la lumière allumée. Mais il n'y a personne. Dans le couloir. Il n'y a personne, c'est pour ça. C'est complètement dingue. Mais, donc, Iroko, eux, ils ont un cahier des charges. Ouais, ils font très attention. Donc, ils veulent améliorer la performance énergétique des bâtiments. Ils veulent aussi améliorer l'accessibilité sociale. Donc, tu vois, c'est faire en sorte que tu puisses avoir des bornes de recharge pour les véhicules électriques, des parkings à vélo, ou alors des zones de jardins partagés, ce genre de choses. Et puis, ils vont aussi aller chercher l'utilité dans l'aménagement du territoire. Tu vois, ils ont acheté, ils ont acheté par exemple la polyclinique à Aubervilliers, donc c'est de la santé. Ils ont acheté des crèches, ils ont acheté des biocoop. Donc on reste quand même sur des secteurs assez essentiels à l'économie. Après, ils vont se diversifier. Hein. Ils font pas que de ça, mais ils ont quand même ce souci de coller avec les nouveaux usages. Ouais. Et aussi, en fait, faire leur part sur le côté passoire thermique. Et il y en a d'autres sociétés de gestion qui ont des mandats similaires. Je crois que Atlan a aussi ils ont obtenu des labels pour l'épargne pierre. Oui, exactement. C'est le label ISR, en fait, qui est transposé à l'immobilier. Okay. Donc, effectivement, en fait, ils vont souvent avoir une trentaine de critères. Ils vont pondérer l'environnement, le social et la gouvernance. Et c'est pareil, en fait, ils se fixent un échéancier. Ils vont se dire, voilà, on a acheté tant d'actifs et on se laisse 3 ans pour les remettre à niveau, en tout cas pour atteindre telle note environnementale, sociale et gouvernance. Okay. Donc oui, tu en as d'autres, hein, effectivement, Atland. Tu as aussi Remake, c'est pareil, c'est une nouvelle société de gestion. Bon, voilà, il y en a quelques-unes. Bon, après, il y a 200 SCPI commercialisés en France. Donc il y a le choix. Il y a du choix, mais elles ne le font pas toutes bien. Il faut trier. Il faut trier. Ouais. Il y a un truc qu'on adore en France, tu en parlais tout à l'heure, c'est les impôts. On aime bien taxer, c'est génial. Est-ce qu'il y a des incitations fiscales à être éco-responsable pour moi en tant que personne ? Non, pas en tant que tel. Moi, j'aimerais bien, tu vois, par exemple, qu'il y ait un ISF climatique. Ouais, ce serait quoi alors ? Ça serait de dire... Si tu as un yacht, tu payes l'ISF pourquoi pas ? Non, en vrai, moi, j'ai rien contre les yachts. À la limite, c'est pas une question... C'est pas trop une... Bon, si, c'est quand même pas terrible, mais... Sympa. mais voilà, c'est sympa de cruiser en yacht. Non, je pensais plus, tu vois, pour les patrimoines. En fait, faire tes choix d'investissement, moi, j'aimerais bien que ça soit conditionné, justement, et dire si ton patrimoine, il est plutôt brun que vert, tu vas être taxé plus lourdement. Et désolé pour ceux qui ont du Total Energy dans leur portefeuille, parce que ça rapporte grave, mais franchement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un malus pour ça. Parce qu'à nouveau, moralement, est-ce que c'est sympa de s'enrichir alors que ça compromet nos conditions viables sur cette terre ? Je pense plus à ça, hein, ce type d'ISF climatique, plus que de se dire je vais vous confisquer les voitures et les yachts. Mais après,
tu as quand même t'as des incitations qui sont pas spécifiques, mais qui peuvent quand même se recouper. Je pense notamment, tu sais, tu as une réduction d'impôt quand tu fais de l'investissement au capital d'une entreprise non cotée. C'est quoi, c'est 25% en ce moment? 25% du montant investi. Oui, pour l'instant, ça n'a pas bougé. On croise les doigts. Ben là, par exemple, tu pourrais choisir des startups à impact. Toi, tu as investi dans des startups à impact récemment ou... Ouais, moi j'essaye, par exemple, Blablacar. Je considère que c'est une entreprise qui a de l'utilité parce que favoriser la mobilité partagée, c'est aussi d'une certaine manière lutter contre la voiture individuelle. Puis ils font pas que ça, mais donc typiquement Blablacar, pour moi, c'est aussi une entreprise à impact. Phoenix, l'application anti-gaspillage alimentaire, pareil, tu vois, moi j'aime bien investir dans ces boîtes-là parce que tu sais, là, en plus potentiellement tes clients, tes consommateurs, tu sais, t'aimes bien ce genre de modèle. Bon, moi, je ne vois pas d'inconvénient du coup de filer des ronds dans ce business model. Et après, moi, je vais plutôt investir dans des green tech ou des biotech. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est choisir le secteur d'activité dans la start-up et ça permet d'avoir sa réduction d'impôt. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités qui vont émerger avec le changement climatique? Tu vois, tout à l'heure, tu disais les eaux qui montent, on a de plus en plus d'intempéries, etc. Ouais. Toi, tu as fait des investissements en te disant cette entreprise ou ce type, enfin le fonds là dans lequel j'investis, il va bénéficier quelque part de ce changement climatique? Oui. En fait, tout ce qui... En gros, le changement climatique, à mon sens, il y a des activités qui vont vraiment être fortement pénalisées. Je pense le tourisme, l'hôtellerie, les constructeurs... Transport aérien, peut-être. Ouais, transport aérien, constructeurs automobiles, en gros, sauf s'ils shiftent évidemment vers l'électrification de la gamme. Mais tu vois, en fait, toute l'économie du divertissement, à mon avis, ça risque d'en prendre un petit coup. Le temps de trouver un modèle qui redevienne stable. Alors qu'en revanche, investir dans l'alimentaire... donc tout ce qui est alimentation saine, l'agriculture raisonnée ou l'agritech, en gros toute la technologie pour rendre l'agriculture intelligente, tout ce qui va être aussi évidemment donc t'as l'immobilier, la santé, l'éducation. En fait, ça, même en temps de crise, c'est des activités qui continuent à tourner. On dirait que tu as séparé les activités essentielles des activités non essentielles. Exactement. Ça veut pas dire que faudra arrêter de se divertir, etc. Mais en fait, je pense que si vraiment on arrive à un point d'emballement, il y aura des priorités. Je pense manger, avoir un toit sur la tête et avoir de l'énergie. Parce que très franchement, s'il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est que sans énergie, l'économie, elle tourne pas. Donc, ça, je pense qu'on l'a remarqué avec l'invasion de l'Ukraine. On s'est dit, bon, là, qu'est-ce qui se passe si on est dépendant, si on coupe le gaz, c'est fini, quoi. Ah ouais. Enfin, pas pour nous, mais pour les Allemands, en l'occurrence. Ouais, exactement. Et puis, ça va créer énormément de précarité. Exactement. Justement, tu disais que le divertissement, enfin, tout ce qu'en gros n'était pas essentiel, allait peut-être prendre du plomb dans l'aile. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un futur qui permet de préserver l'environnement dans lequel on ne vit pas une espèce de décroissance? Oui, je pense qu'il y a des scénarios médians, en fait. Je sais pas si tu as vu, je crois que c'est l'ADEME qui avait proposé trois scénarios différents. Le scénario très tech, on va tout miser sur la technologie. Le scénario collectif, un peu coopération locale. Et puis tu as le scénario frugal, qui est un peu, je pense, l'idée qu'on se fait de la décroissance. En réalité, moi, tu vois, déjà, la décroissance, c'est un mot qui fait peur, mais je pense pas que ça soit un mot qui soit néfaste pour notre bien-être. Parce qu'en réalité, c'est décroître pour mieux vivre. Parce que si tu rationalises quand même un peu notre mode de vie, il y a quand même beaucoup de choses. On a créé des besoins qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et en réalité, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire sans que ça nous coûte beaucoup d'argent. En fait, on peut retirer beaucoup de plaisir dans plein de trucs. Et peut-être que la réussite aussi, il faudra s'en faire une autre idée. Peut-être que réussir, c'est pas rouler en SUV et prendre l'avion pour aller aux Bahamas. Peut-être que réussir, c'est simplement rouler en vélo et partir dans la Creuse. Ouais, pourquoi pas, tu vois, faire de la randonnée avec ses enfants, j'en sais rien, être à vélo et bien respirer. Peut-être que c'est ça, en fait, la réussite. Et moi, j'aimerais que ça soit ça. Mais tout ça pour dire que je pense que ça sera un mix, en fait. On aura besoin de technologie pour changer de modèle. On aura besoin de coopération, mais peut-être plus locale. Peut-être qu'il faudra
m- moins privilégier les échanges internationaux, ou en tout cas peut-être les réguler. euh, et réindustrialiser aussi, peut-être redonner de la valeur en fait aux talents qu'on a en France ou en Europe. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi être un petit peu frugal ou sobre et se dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je bouffe 2 kilos de viande en barbecue? Je sais pas, c'est... Voilà, c'est... Il y a tout ça à repenser. Mais je pense qu'il y a une troisième voie au milieu sans que ça soit trop contraignant et que ça soit aussi à la fois réjouissant. On voit souvent des études qui prouvent qu'en fait, nous, on peut faire autant d'efforts qu'on veut, mais en fait, une grosse partie des émissions de Oui. gaz à effet de serre, elles viennent d'Inde, elles viennent Ouais. de pays en développement. C'est pas un peu facile de dire à des pays qui sont en train de se développer Oui. et qui sont là où nous, on était il y a 50 ans, ralentissez un petit peu, Mollo, les mollo. gars, pour que nous, on puisse continuer Ouais. à avoir notre standard. Ouais, bah, c'est sûr que c'est... Nous, on a bien kiffé, voilà, la fête était sympa, et puis par contre, hop là, soirée privée, tu peux pas rentrer. C'est un peu emmerdant. Non, en fait, je pense qu'on a un devoir d'exemplarité. On a quand même on est quand même des gros pollueurs, et faut voir que nos poubelles, on les vide chez eux. Littéralement. Et donc, le préjudice, il est quand même énorme. Et en plus, du coup, de laisser ces populations dans la précarité, parce que eux, ils ont leur enjeu de développement plus nos merdes à ramasser. C'est sûr que c'est un peu hypocrite de dire maintenant piano en fait il y a le dérèglement climatique, on doit tous se sentir concernés. Seulement, en fait, si tu raisonnes en consommation de ressources par habitant, en fait, certes, les Indiens, ils polluent, mais bon, ils sont nombreux, hein, aussi, ils sont, je sais pas, 1 milliard. Plus d'1 milliard, ouais. Ouais, voilà. Donc, mais rapporté à l'individu, en fait, un Indien, ça consomme une demi-planète. Un Français, ça consomme 3 planètes et demie. Et un Américain. Ah ouais, un Américain, un Américain, quoi. Donc, en fait, tu vois, c'est le ratio de l'individu. Donc, l'Indien, en vrai, tu sais, lui, il paye pas, il a peut-être pas toujours d'électricité chez lui. Donc, au final, sa pollution individuelle, elle est très faible par rapport à nous, en tant que consommateurs européens ou américains. Et d'ailleurs, j'ai un chiffre, moi, qui est intéressant et que je trouve très effrayant. C'est que si tout le monde consommait comme nous, on consomme, c'est-à-dire le modèle occidental, eh bien, en 2050, c'est comme si on était 70 milliards sur Terre. Tu vois, c'est quand même effrayant. Donc, oui, d'une certaine manière, on voudrait pas qu'ils consomment comme nous, parce qu'en fait, on court à notre perte. Mais par contre, c'est pas leur interdire d'accéder à un confort de vie. C'est par contre, nous, on a, je pense, cette responsabilité de leur montrer un autre modèle. Et en tout cas, ou de les aider, parce que on est responsable du préjudice qu'il y a chez eux. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se... Tu sais, c'est souvent les discussions qu'il y a dans les COP entre justement les pays occidentaux, les pays riches et les pays en voie de développement. Très souvent, on demande... Enfin, ces pays-là demandent de payer l'addition. En fait, vous voyez ce que vous avez fait chez nous. On a besoin, du coup, maintenant que vous nous aidiez pour sortir de ça. Ouais. Donc mais par contre, moi, j'achète pas l'argument de je fais pas d'efforts parce que du coup, la Chine et l'Inde polluent plus que nous. Ça, j'achète pas du tout. On pollue énormément en Europe et aux États-Unis, donc on doit faire quelque chose. Tu as dit 3,5 planètes par Français. Ouais. Je pense qu'il y a des gestes, il y a nos habitudes. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois aussi dans les patrimoines qui, tu vois, on a parlé des banques, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois dans les patrimoines qui contribuent à aggraver notre score et à aggraver notre poids et notre impact? Ce que tu as dans ton assurance vie, ce que tu as dans ton plan retraite, ce que tu as dans ton épargne salariale, tout ça, en fait, comme c'est de l'argent qui file dans les mains de gestionnaires et des mecs qui n'ont peut-être pas le même niveau de conviction que toi, bah, du coup... et en plus, il y a tellement d'opacité que sans le savoir, voilà, ça finance des industries qui sont polluantes. Et comment moi je peux vérifier ça à mon niveau? Il faut demander, alors si ton assurance vie, ton PER, si c'est dans ta banque, il faut demander à ta banque de sortir la documentation. Souvent, tu vas le faire un peu transpirer, je pense, ton conseiller. Mais il faut lui demander, il faut lui dire, voilà, je voudrais la fiche du fonds et je voudrais voir les positions qu'il y a dans le fonds. Alors très souvent, il va te sortir les 10 premières positions. Mais ceci dit, c'est quand même, les 10 vont être assez révélatrices, même si le portefeuille en comporte 50. Voir les 10 premières, c'est déjà pas mal. Et si dans les 10 premières, tu as des red flags, je pense que ça en dit long sur le reste. Mais il faut demander en fait de la transparence. Il faut
faut mettre le nez, même si franchement, c'est pas de la littérature passionnante. Mais sinon, en fait, cette passivité qu'on pourrait avoir ou cette méconnaissance, c'est ce qui fait que tout le reste se passe. Et on aura beau ensuite être impliqué dans son quotidien ou être militant politiquement, enfin, franchement, on ne changera rien, quoi. J'ai envie de revenir sur Total. Est-ce qu'on n'a pas un intérêt à avoir un champion de l'énergie en France plutôt que d'avoir un champion de l'énergie aux États-Unis à qui on achèterait l'énergie? Tu vois, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le financer maintenant pour qu'ils fassent leur fameux plan en 2050? Bon, peut-être qu'ils pourront le faire en 2040 s'ils sont un peu plus motivés. Ouais. Mais moi, j'adorerais, franchement, que Total soit notre futur champion de l'énergie propre. Le problème, c'est qu'il faudrait demander à Patrick, mais Pouyanné, c'est pas son intention. Quand tu l'entends, en fait, dans les comités, quand tu l'entends prendre la parole là-dessus, il se satisfait déjà d'avoir que son plan suive une trajectoire de 3 degrés, plus 3 degrés. Franchement, j'attends de voir comment on va vivre avec plus 3 degrés, sachant que là, on est déjà à 1,2 et que c'est franchement éprouvant de passer des canicules à répétition. Donc, malheureusement, Patrick, il est pas encore assez, il se sent pas assez concerné par ça. Mais j'adorerais. Moi, demain, il dit, OK, finalement, on délaisse la moitié de notre activité pétrolière et gazière pour faire des énergies renouvelables. Banco. Vas-y, mon grand. Mais là, pour l'instant, ça représente que 7% du chiffre d'affaires de Total Energy. Je leur souhaite de faire un bond là, dans les 10 prochaines années. Mais... Est-ce que Tesla, pour toi, c'est une société qui permet de protéger ou en tout cas d'améliorer l'environnement? Ah là là, Tesla, c'est dur. Tesla, alors, moi, je vais te dire, j'aime beaucoup Tesla. J'ai des titres Tesla. Parce que le type est un visionnaire et qu'effectivement, il a quand même créé le marché de la voiture électrique sur une technologie qui est aujourd'hui imbattable. Aujourd'hui, il n'y a pas de constructeur qui arrive à égaler ce niveau de technologie. C'est quand même dingue quand on y pense. Une société qui a 20 ans. C'est fou. C'est le modèle le plus vendu en Europe actuellement, c'est le modèle Y. Ah, mais c'est... En Europe. Ouais, c'est complètement dingue. Parce que finalement, quand tu vois... comment sont implantés tous ces constructeurs automobiles, tu dis mais jamais tu vas détrôner tous ces mecs. Bon. Alors après, il a une partie un peu controversée, sa personnalité. Et puis je sais qu'il y a pas mal de sujets sociaux aussi, parce que c'est un type très exigeant qui sort le fouet, quoi. Donc c'est sûr que sur les standards sociaux, on n'y est pas. Mais pour moi, c'est quand même c'est une boîte en fait qui ouvre la voie à l'électrification de la voiture et au changement de la mobilité. C'est peut-être pas, ça sera pas la solution ultime. Tout le monde roulera peut-être pas en voiture électrique, mais c'est une part de la solution. Alors après, bon, il a d'autres projets qui sont plus fous, mais moi, par exemple, je trouve que c'est déconnant d'aller sur Mars ou de proposer des voyages dans l'espace pour les ultra riches, mais ça, à la limite, c'est encore notre sujet. Mais déjà, je trouve qu'il s'adresse à un problème qui est très gros, et pour moi, c'est une boîte qui est visionnaire et qui continuera à avoir de l'avenir, je pense. Tu as parlé de l'ADEME tout à l'heure, ils ont fait une étude sur la voiture électrique. Ouais. En gros, une voiture électrique a 2 fois plus d'impact au moment où elle sort de l'usine qu'une voiture thermique, parce qu'il y a le coût de la batterie, l'extraction du lithium, c'est très polluant. Ouais. Par contre, au-delà de 70 000 km d'usage, elle devient plus efficace, et après, à 200 000 km, qui est la durée de vie moyenne, en gros, c'est 2 à 3 fois meilleur. Ouais. Du coup, il y a souvent ce débat, est-ce que la voiture électrique, c'est pas pire finalement? Toi, t'en penses quoi? Oui, en fait, mais tu sais, c'est même comme quand tu construis des éoliennes, en fait, oui, en fait, il faut faire de l'extraction de métaux, oui, il faut utiliser de l'acier, il faut utiliser du béton. Puis c'est moche. Une éolienne. Moche. On l'avait pas dans son jardin, mais quand même, ça fait quand même de l'électricité. Non, mais c'est sûr qu'en fait, la production en tant que telle, elle est douloureuse parce que elle allège pas le bilan carbone et l'empreinte. Mais sur le cycle de vie du produit, c'est là en fait que ça se joue. Donc évidemment, en fait, il y a des choses qui vont devoir se mettre en place, qui vont coûter à la planète, mais qui permettraient ensuite d'alléger la facture. Donc pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, oui à la voiture électrique et oui aux éoliennes. Moi, ma théorie personnelle, c'est que c'est un débat qui est financé par les constructeurs automobiles qui font une grosse partie de leur argent avec les moteurs thermiques. Bien sûr.
Et en fait, comparé à quelque chose qui a même pas 20 ans, avec une technologie qui existe depuis 100 ans, ça paraît quand même pas très c'est pas très fair-play, fair, quoi. de comparer ça. C'est un peu, c'est un peu abusé, mais... C'est le poids des lobbies. Ouais, mais ça, dans tous les secteurs, le poids des lobbies est très dangereux. Je voudrais terminer sur sur ce que toi, tu vois chez tes clients. C'est quoi, eux, quand ils viennent te voir? Enfin, déjà, pourquoi ils viennent te voir? Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'ils mettent en place après vos discussions? Alors moi, les clients, ils viennent me voir parce qu'en fait, je pense qu'au-delà d'être satisfait d'une performance, d'un investissement, je pense qu'ils cherchent aussi à en être fiers et de se dire ouais, je me suis enrichi, mais j'ai de l'impact positif et je sais que je vais soutenir des activités qui ont vraiment du sens pour les 15 prochaines années. J'allais dire, souvent, c'est des gens qui vont avoir des enfants et peut-être qui vont se préoccuper de l'avenir, mais pas que, parce qu'en fait, j'ai des clients qui sont très jeunes. J'ai des clients qui ont 20 ans. En gros, c'est entre 20 et 45 ans. Donc, tu vois, chez les plus jeunes, c'est des étudiants mais du coup, qui sont quand même très soucieux de leur propre avenir et qui se disent j'ai tout intérêt à m'enrichir pour mon indépendance. Mais ça rime à quoi d'avoir de la thune si dans 10 ans, je peux pas respirer, je peux pas sortir de chez moi. Voilà, donc ils ont envie, évidemment, d'avoir de la performance. Il n'est pas question, tu vois, de renier, de sacrifier ça. Mais par contre, ils veulent être fiers de ça. Et ils veulent pouvoir dire, je pense que dans l'investissement, ça arrive pas trop souvent, tu vois, quand tu es à table, tu dis, putain, j'ai un super contrat assurance vie, ça m'a rapporté tant, tu partages pas ça, pas trop ça avec tes amis. Pas en France. Pas trop, ouais, exactement, pas en France. Peut-être chez les mecs, vous le dites entre vous, ouais, j'ai fait un super placement et tout, mais alors que là, ça permet aussi de raconter une histoire sympa derrière et de dire, j'ai investi dans Phoenix, c'est l'application anti-gaspillage alimentaire, c'est top parce que du coup, il y a des repas qui sont redistribués à des associations et en même temps, j'ai fait x2 sur ma mise de départ. Tu vois, ça, c'est beaucoup plus enthousiasmant que simplement dire j'ai fait 8% et génial, trop bien. Donc, je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher. Plus de l'investissement avec de l'émotion derrière et une fierté. Et donc, ils sont prêts à sacrifier de la performance pour ça? Pas tous. Il y en a certains qui vont me dire moi, c'est pas grave. Si je fais 8 au lieu de 10, tant mieux. Je suis très content parce que le delta, ça aura permis justement d'avoir de l'impact. Et j'en ai d'autres qui vont me dire non, je veux faire aussi bien que si j'investissais dans de la merde. Mais... Et ça, c'est possible? Ouais, c'est carrément possible. Franchement, ouais. C'était plus difficile il y a 15 ans parce que l'approche de l'investissement responsable, c'était plus une approche solidaire, voire humanitaire. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on va vraiment chercher les futures pépites, les futurs champions de secteurs qui vont être révolutionnés, vraiment. Parlant de secteur qui va changer le monde, t'as parlé de la crypto au tout début. Ah oui. Toi, tu préconises du coup de la crypto à tes clients? Moi, je trouve que la crypto, c'est un investissement plus responsable que son LDDS, par exemple. Okay. Parce que le LDDS, déjà, c'est un faux ami. En gros, ça ne finance pas tellement le développement durable. Donc, il ne porte pas bien son nom. Et du coup, il participe en fait à la pollution de beaucoup de banques. Alors que la crypto, pour moi... au-delà de l'aspect spéculatif, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient sur l'aspect spéculatif, mais il y a une véritable innovation technologique qui est incroyable, qui va permettre la construction d'un nouveau système financier, beaucoup plus... Sans les banques. Sans les banques, voilà, sans intermédiaire, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus traçable. Et puis là encore, on se rend peut-être pas compte parce que nous, en France, on a un système financier qui est stable, on a une monnaie qui est stable. Mais je prends l'exemple, je pourrais prendre des exemples plus récents, mais au Liban, quand il y a eu la catastrophe, tu sais, sur le port où ça a explosé, etc. Plus, c'est un pays quand même qui est victime de beaucoup de corruption. En fait, depuis, c'est un pays qui est plongé dans une misère pas croyable. Il y a plus de la moitié de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et à cause de ça, l'État a bloqué les retraits sur les comptes courants et tu peux plus utiliser le dollar. Donc, t'es emmerdé. Tu dois soit payer en livre libanaise et en plus, de toute manière, t'es limité dans tes retraits. Et à côté de ça, t'as l'inflation qui a grimpé. Donc, ton paquet de pâtes, il te coûte 80 €. Et bien, s'il n'y avait pas le Bitcoin, par exemple, c'est les gens qui seraient littéralement dans la misère.
Et parce qu'il y a Bitcoin et que du coup, la diaspora libanaise qui est à l'étranger peut transférer de l'argent sans intermédiaire, sans banque. Mais c'est les gens qui peuvent s'en sortir, qui peuvent recevoir de l'argent et qui peuvent continuer à vivre. Et nous, on ne le voit pas en France. On paye avec notre téléphone, c'est facile, on a une carte bleue. Mais il faut voir qu'il y a 2 milliards d'êtres humains en France, 2 milliards d'êtres humains dans le monde qui n'ont pas accès à des services financiers, donc qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas de carte bleue. Et donc, si tu n'as pas de compte bancaire, tu ne peux pas payer un loyer, tu ne peux pas payer de facture d'électricité, tu ne peux pas payer de facture d'eau. Et donc, tu es toujours dans la précarité. Et la crypto, et particulièrement Bitcoin, parce que c'est une monnaie, pour le coup, ça a réussi le pari que ça devait être, c'est potentiellement une solution pour répondre à des enjeux de développement durable. Pourtant, le Bitcoin, il faut le miner. Mais il ne faut pas confondre consommation et pollution. C'est-à-dire que le Bitcoin, ça consomme, mais si ça consomme des énergies renouvelables, on est d'accord que du coup, on est bon. Donc, et aujourd'hui, Bitcoin est plus vert que notre système financier traditionnel. Il y a presque 40% de la consommation Bitcoin qui est adossée à des énergies renouvelables. Alors que nous, dans le monde, on consomme que 25% d'énergie renouvelable. Tu vois, déjà, il y a un gros delta. Il y a un delta. Et d'ailleurs, le Bitcoin, en fait, permet aussi de greenifier les énergies, parce qu'en fait, ils vont aller partout où l'énergie est la moins chère. Donc, ils investissent dans des nouveaux endroits, ils se mettent dans des barrages hydrauliques, ils achètent l'énergie aux heures creuses quand personne n'en veut. Exactement. Donc, en plus, comme ils ont cette logique économique... c'est purement capitaliste, ouais. Ouais, eux, je pense pas... Ils sont pas... Les mineurs ne sont pas... Ils n'ont pas leur petit chapeau vert en train de se dire on va sauver le monde. C'est pas Greenpeace, ils sont pas animés par une volonté écologique, mais n'empêche que parce qu'ils veulent justement avoir une énergie stable et peu chère, du coup, effectivement, ils vont aller plutôt privilégier les barrages hydrauliques, etc. Donc, tout ça, ça favorise vraiment un système plus stable et potentiellement plus green. Donc, moi, je suis pour, ouais. Trop bien. Et toi, à titre perso, tu nous as parlé tout à l'heure de tes comptes en banque. Est-ce que tu peux nous présenter d'autres investissements que tu fais J'ai fait alors, moi, du coup, comme c'est mon métier, je teste pas mal de trucs. J'ai une aversion au risque qui est assez faible et je suis très patiente. Donc, vraiment, dès que j'ai un peu d'argent, j'investis. Donc, j'ai quoi ? J'ai fait de l'immobilier. En physique ou en SCPI ? Alors, en physique, j'ai 2 appartements en location. Mais tu vois, c'est des choix qui m'allaient bien il y a 10 ans. Et aujourd'hui, j'en reviens un peu. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'emmerdement. Et je trouve que il y a beaucoup ce fantasme, en fait, du rentier. Je vais avoir plein d'appartements, je vais aller encaisser des chèques. Mon Dieu, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Hein. Franchement. Quand il faut payer 2 ravalements de façade, que tu as un locataire qui part et que l'appartement n'est pas loué pendant 6 mois, que tu dois tenir ton crédit. Enfin, c'est vraiment... Voilà, en plus, sur Paris... Après, en région, peut-être que la rentabilité est certainement meilleure. Donc... Mais c'est quand même beaucoup d'emmerde. Du coup, là, moi, je me dis que je vais en vendre un pour potentiellement faire de la SCPI parce que c'est beaucoup moins d'emmerde. Après, j'ai un PEA où j'investis dans des titres vifs, plutôt des actions françaises. J'ai un compte titre. Par exemple, j'ai investi en Tesla. C'est, je pense, ma meilleure ligne, d'ailleurs. Je pense que j'ai fait x2 là. J'ai quoi d'autre ? J'ai de la crypto. Et d'ailleurs, toutes les semaines, j'achète en DCA, j'achète de la crypto. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je fais du private equity. Donc, j'ai investi dans des entreprises de santé, dans une entreprise qui fait du recyclage de plastique industriel. Je fais du crowdfunding aussi, parce que ça c'est sympa. À partir de 100 €, tu peux mettre un billet. Et voilà. Après, il y a tellement de choses réjouissantes. Tu as des foncières solidaires, tu peux investir dans des terres agricoles aussi. De la forêt, tu fais ? Ouais, exactement. Ouais, d'ailleurs, je fais de la forêt avec Écoterie. Ça, je le fais aussi pour stimuler un peu ma communauté, moi, sur Instagram. C'est-à-dire qu'à chaque tranche de 100 nouveaux abonnés, je plante un arbre. Et d'une certaine manière, c'est pour leur dire, voilà, si vous vous abonnez, c'est pas pour rien. En plus, ça compte parce que on va faire une grande forêt ensemble et peut-être qu'un jour, on ira la visiter. Mais ouais, je fais ça aussi, ouais. Et après, je fais des dons aussi parce que je pense que on fait partie des gens privilégiés et que je peux, du coup, dédier une partie de mes revenus ou de mon patrimoine à des dons. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux gens qui veulent
se lancer et qui ne savent pas par où commencer? Alors, mon conseil déjà, c'est de changer de crèmerie, clairement. C'est-à-dire que faut pas prendre la parole de la banque comme la parole sainte. Et je le vois, moi j'ai beaucoup de clients qui ont peur de trahir la confiance de leur banque, tu vois, s'ils partent. C'est dingue ça. Hein. Comme s'il y avait une espèce d'autorité. Il y a un lien, une filiation. Ouais, exactement. Mais parce que très souvent, tu sais, la banque, c'est la banque de tes parents. Bien sûr. Et donc, tu aurais un peu, oui, ce sentiment, tu vois, de trahir la confiance de tes parents si tu changeais de banque. Mais franchement, il faut voir que la banque, ça n'est ni plus ni moins qu'un commerçant qui va vendre ce qu'il a sur ses étagères. Ça serait génial que ça soit les meilleurs produits, sauf que c'est pas le cas. La banque, elle vend ce qu'elle a. Donc, c'est élargir un peu les horizons, changer de banque pour une banque plus éthique, et puis aller parler à des professionnels indépendants. Moi, par exemple, je travaille pour aucune enseigne en particulier. La force de mon indépendance, c'est de pouvoir travailler avec qui je veux et tant qu'à faire, avec des gens performants et responsables. Donc voilà, c'est élargir un peu les horizons, c'est faire ses recherches soi-même aussi, et c'est sortir du mode pilote automatique. Voilà, c'est comprendre qu'il y a plein d'imbrications qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et franchement, aller vers une économie positive, ça a que du bon pour soi, pour le collectif, pour son portefeuille. Donc, il n'y aura pas de changement sans argent. On en a besoin. C'est une belle conclusion. Bah écoute. Merci Maëlle. Merci Mounir.